bien, il faut le savoir, un jour, on vit convenablement comme cela a été écrit et à une bien précise. On repart quand il a décidé, ainsi va la vie. Et oui, à méditer là-dessus tout au long de cette journée. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble pour la plus belle des matinales qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire avec toutes les informations utiles pour être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Allez, nous allons démarrer cette émission sans plus tarder avec, bien sûr, le sommaire pour savoir ce que nous vous proposons aujourd'hui. Top, c'est parti avec bien sûr notre sommet de ce jour et vous allez avoir les infos jour J pour commencer. Deux informations voilà, pour ce jour et aussi bien sûr dans notre chapelet d'informations. On aura à vous proposer combien ça coûte les différents coûts des denrées alimentaires et autres produits aussi à vous proposer. Nous aurons la revue de presse en compagnie de Renaud. Ce sera bien sûr le classique aujourd'hui pour la revue de presse, bien sûr, et on aura à vous proposer du sport, fitness, oui, pour vous donner quelques forces ce matin pour bien démarrer votre mercredi. Ce sera un fitness jeunesse, parce que nous sommes mercredi aujourd'hui. Invité du jour, on parlera du manque de respect dans le couple. Ce sera avec Queen Taïba, voilà, vous la connaissez, elle est avec nous depuis quelques semaines maintenant, tous les mercredis. Et dans cette émission, on aura un invité actu pour parler bien sûr de la tuberculose. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose sera célébrée bientôt partout dans le monde et chez nous en Côte d'Ivoire. Bien séant donc d'en parler et de poursuivre la sensibilisation bien sûr sur nos antennes. Allez, juste après bien sûr le sommaire, qu'est-ce qui vient? Les infos jour J. Pour les infos jour J de ce mercredi, eh bien, Yassé Olivia, Miss Côte d'Ivoire 2021, deuxième dauphine Miss Monde, eh bien, sera de retour aujourd'hui à Abidjan, ce mercredi 23 mars. Ce sera à partir de 19h30 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, bien sûr. On imagine hein, déjà ce qui pourrait se passer et cette belle ambiance que nous allons, bien sûr, vous proposer aussi. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont aller la recevoir. Alors, deuxième information, donc, ouverture du sommet de Lomé sur la cybersécurité, voilà, qui s'ouvre aujourd'hui. 17 chefs d'État et de gouvernement africains confirmés, bien sûr, ont confirmé leur présence pour cet événement majeur. Donc, on rappelle, ouverture du sommet de Lomé sur la cybersécurité qui s'ouvre aujourd'hui. Et bien sûr, ce sera à Lomé, au Togo. On en profite pour saluer bien toutes les populations et tous nos téléspectateurs qui nous suivent de là-bas. Allez, on poursuit cette émission. On l'a dit, sans transition, on ira comme ça pour vous proposer, bien sûr, nos différentes articulations. Maintenant, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte? Et oui, c'est plusieurs produits que nous allons vous proposer. On aura bien sûr des produits vivriers, on aura aussi de la boucherie à vous offrir. Et top, c'est parti. On commence. Viande de bœuf sans os à 2800 francs. Voilà, ce sont des coûts que nous vous donnons au kilogramme. L'inscription est bien sûr sur vos écrans. La viande de bœuf avec os, 2600 francs CFA le kilogramme. On a aussi dans nos informations la viande de mouton à 4300 francs CFA. Nous avons aussi des poulets de chair à 1750 francs CFA l'unité. Nous avons aussi de la peau de bœuf fumée appelée communément polo. L'unité moyenne à 500 francs CFA le kilogramme aussi. Et la pâte de bœuf à 950 francs CFA. Nous avons des pondeuses à 2500 francs et nous vous proposons aussi des citrons à 600 francs le kilogramme, de l'avocat à 400 francs CFA le kilogramme et aussi
des oranges à 350 francs le kilogramme. Combien ça coûte? On vous en propose bien sûr du lundi au vendredi dans cette émission pour avoir une idée des différents coûts de nos produits vivriers, de nos denrées alimentaires, sur tous nos marchés bien sûr. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres produits que nous vous proposons, par exemple le ciment dont on vous en donne les différents changements de prix dans cette émission. Instant reportage maintenant à vous proposer avec une émission que vous connaissez, un comédie show que la RTI a initié au début des années 2000. Eh bien, c'est un comédie show qui a initialement démarré à Abidjan, ensuite à l'intérieur du pays. Et nous avons aussi plusieurs pays de la sous-région qui ont eu à recevoir Bonjour. C'est de cette émission que nous parlons. Mais il y a aussi la France. Restons sur l'étape de la France pour cette 15e édition de Bonjour. Et Kodé Pagassoro nous propose ce qui s'est passé bien sûr à Paris pour cette émission. On regarde. Paris, rue Saint-Victor dans le 5e 24, la maison de la mutualité surchauffée. C'est que les humoristes de Bonjour, émission humoristique de la RTI, sont en pleine prestation. Sur le podium, ils tiennent le public parisien en haleine. La beauté d'une femme, c'est le cœur. Hey, les belles filles ont trop la chance, les gars. Quand vous regardez la télévision, par exemple, les belles filles font des émissions fashion. Quand c'est nous, les moches, c'est les publicités de gaz. Publicité de cubes d'assaisonnement. Et tu vois nos scénarios. Ma chérie, mon mari a découvert une nouvelle tomate. Ce grand rendez-vous du rire de la RTI a bénéficié du soutien des membres du gouvernement, du conseiller technique du président de la République, Lassana Ouattara, dit l'ASPR, et de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, parrain de Bonjour Paris. On m'a dit qu'il y a plus de 1700, environ 1700 personnes dans cette salle. La salle est remplie et, Monsieur le ministre, à notre demande, la RTI a bien voulu organiser ici à Paris cette émission emblématique. Bonjour. Ceci pour rassembler nos compatriotes, pour vivre la fraternité, pour vivre l'union, pour vivre la paix retrouvée. Le chef de l'État a demandé d'être proche de nos compatriotes. Nous ne pouvions être là et avoir cette occasion de rassemblement de tant d'Ivoiriens sans nous associer à ce rassemblement et être avec eux et partager donc un moment de détente. Surtout que nous savons que c'est un des premiers spectacles depuis la crise de la pandémie qui permet de réunir en un lieu autant d'Ivoiriens. C'était une belle occasion de communion, une belle occasion de cohésion et il était important que le gouvernement soit présent à côté des Ivoiriens pour leur apporter tout le soutien et tout l'appui institutionnel qu'il faut en pareilles circonstances. Nous sommes d'abord à Paris en mission et bien évidemment en marge de la mission. Lorsque nous avons été informés de l'organisation du Bonjour 2022 à Paris, à l'invitation de l'ambassade, nous sommes venus donc assister. Et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous constatons le talent de nos artistes et surtout la grande mobilisation des Ivoiriens donc de France autour de cette activité. Bravo à la RTI. Bonjour à Paris, une initiative de la RTI et de ses partenaires. Simplement un petit mot pour vous dire merci. Nous sommes là parce qu'il y a eu la conjonction, une bonne conjonction de planètes. Un ministre de la communication énergique qui est venu, qui a dit RTI, prenez toute votre place. Ça faisait beaucoup d'années maintenant qu'on ne revenait pas à Paris. Il nous a dit allez-y. Ensuite, un ambassadeur féru de culture qui se trouve dans la capitale de la culture, Paris, qui s'est engagé. Et un jeune opérateur qui ne recule devant rien. Donc la conjonction de tout cela nous permet d'être là aujourd'hui pour dire bonjour Paris. Et je voudrais simplement remercier ce fabuleux public qui nous montre que ni le ministre, ni l'ambassadeur, ni l'opérateur, ni le parrain, ni la RTI n'ont eu tort d'être ici à Paris. Merci. Le coparrain, lui, s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle des Ivoiriens de la diaspora. Je voudrais saluer nos autorités et dire que ce fut pour moi un plaisir d'associer mon nom à cette manifestation qui symbolise la cohésion sociale. Je pense que le rire nous unit
Le rire va au-delà de nos clivages et ce fut donc un plaisir et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, retrouver mes frères de la diaspora pour partager quelques moments de bonheur ensemble. Donc bonne fête et bon spectacle à tous. Quant au public, il n'a pas boudé son plaisir. Il souhaite le retour de Bonjour à Paris l'année prochaine. Avec tout le stress que nous vivons à Paris, c'est une émission qui vient nous égayer. Si cela pouvait se répéter chaque année, ce serait bien, quoi. Oui, sans hésitation, Bonjour doit revenir ici l'année prochaine pour rassembler tout le peuple ivoirien. Parce que ce qu'on recherche ici dans la diaspora, c'est ce rassemblement de tous les enfants, tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Billy Billy, Rémi Adam, ces artistes chanteurs étaient également de la partie. Bonjour Paris terminé, rendez-vous est pris l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Voilà l'étape donc de Paris qui vous est proposée par Koné Pagassoro, Aruna Koné aussi. Merci à toute la grande équipe de la RTI qui a pu se déplacer bien sûr pour faire plaisir à tous ces Ivoiriens qui sont de l'autre côté, qui ont eu le temps de déstresser un peu parce que c'est pas du tout évident entre bien sûr les activités qui commencent très tôt le matin, on sort même la nuit, on rentre la nuit sans pour autant profiter de la journée et on souffle un peu lorsqu'il y a ce genre de belles initiatives-là. Merci à toutes les personnalités aussi présentes qui ont eu accompagné la RTI pour cet événement. Vous suivez Matin Bonheur. Nous poursuivons nos informations, bien sûr, nos programmes dans cette émission et ce jusqu'à 8 h. C'est l'heure maintenant pour nous de vous proposer du fitness. Mais avant, on vous rappelle le numéro de téléphone pour nous faire parvenir vos différentes vidéos pour savoir c'est quoi votre rituel matinal. Eh bien, 07 47 57 19 30, 07 47 57 19 30, 57 47 19 30. Voilà, on va revenir sur le numéro pour vous permettre, bien sûr, de mieux le retenir et de nous faire parvenir, je l'ai dit, vos différentes vidéos. 1 minute 30, pas plus, juste pour nous dire comment est-ce que vous démarrez la journée, qu'est-ce que vous aimez faire. Le café le matin, le thé, un peu de sport, prière, méditation, voilà. Tout ce que vous aimez faire le matin, vous nous dites tout simplement à travers vos différentes vidéos. Allez, fitness, jeunesse, jeu de chamois, chameau. On regarde. Bonjour, bonjour, je vois la maison Côte d'Ivoire pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi, et qui dit mercredi, parle de fitness. Aujourd'hui, nous aurons le jeu du chameau-chamois, du chamois-chameau. Le jeu a pour but, c'est très simple. Nous avons 2 équipes, ça va? On va les mettre dos à dos, ok? Et à l'appel du nom d'une des équipes, soit chameau ou chamois, l'équipe qui aura entendu son nom se mettra à courir. Et l'autre qui n'aura pas entendu son nom se mettra à poursuivre l'autre équipe qui part dans son camp. Et l'équipe qui poursuit celle qui part dans son camp a le droit, seulement je dis, le droit de se saisir de foulard ou de toucher le foulard. Au toucher du foulard, l'équipe marque 1 point et si l'équipe touche toute l'équipe, l'équipe marque 5 points. Sur ce, on se met en place pour notre jeu. Chat, chat, chameau. La touché. Pause, pause, pause. Eh, regardez, on ne coupe pas pour revenir. Quand vous arrivez là-bas, c'est fini, il ne vous touche plus. Ça peut aller, donc ça n'arrête pas. Ça peut aller. On reprend. Les rouges en 1 point. Disons 5. Venez, venez vers le cône, venez ici. Venez, non, restez au milieu. Vous êtes trop partis. Et restez tranquille. Restez là. Ça peut aller. On écoute bien, hein.
On écoute bien, hein? Ça va? Chamois! Les verts ont 2 points. Les rouges, 1. Il faut écouter fort. Il faut très bien écouter. Allons, on se met en place, toujours, dos contre dos. Allez. 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 Faut pas décaler un pied. Hein. On décale rien. Vous êtes prêts? On écoute très bien. Hein? Chat. Chat. Mo. Il a même enlevé. Ils ont 2 points. Les rouges marquent 2 points pour cette manche. D'où 3 points. Donne-moi attaché. Ok. On part pour la dernière manche. 3 pour le rouge. 2 pour le vert. Celui qui marque ce point prend 5 points. Oui, on attrape. Oui, on attrape. Hein. On ne met pas dans la poche. Hé, dis-le. Il n'aime pas ce que tu fais. C'est pas ça. Allez, dos contre dos. Très bien. Hé, on se calme. Dos contre dos. Très bien. On ne met pas la main comme ça. On ne met pas. On ne met pas. On reste tranquille là. Ça va? Écoutez, hein? Acidité, hein? Chat! Chat! Chamois! Les verts, posez, c'est bon. Stop. Les verts marquent les 5 points. Et les verts gagnent ce jeu-là. Sur ce, on se dit au revoir et à mercredi prochain. Bye bye. Voilà le jeu du chameau-chamois que notre coach nous a proposé. Aujourd'hui, donc, on peut le faire avec les enfants à la maison, hein, tout simplement. J'ai dit, c'est important de leur proposer comme ça des pratiques sportives. Le sport, c'est la santé, donc on peut habituer nos enfants à cela. Nos petits frères aussi, les mercredis, ils ne vont pas certainement à l'école le matin ou même l'après-midi. On peut le faire tranquillement à la maison, on n'a pas besoin de grands espaces et tout. Allez, pour la suite dans cette émission, on va évoquer un sujet très important qui nous concerne tous. On va poursuivre notre sensibilisation de lutte contre, bien sûr, la tuberculose, informer encore les populations sur cette maladie dont la journée internationale de lutte sera célébrée bientôt chez nous en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Notre invité actuel avec qui nous allons avoir de bons temps pour échanger, bien sûr, là-dessus, fait son entrée maintenant, le Dr Sidibé Souleymane, directeur, coordonnateur adjoint du PNLT. Voilà, bonjour et bienvenue. Installez-vous donc. Cher docteur, on rappelle que le PNLT, c'est le Programme national de lutte contre la tuberculose. Exactement. Alors, bienvenue chez vous, je dirais. Merci. On est avec vous aujourd'hui pour parler de la tuberculose. Tout à fait. On revient sur ce sujet chaque fois qu'il y a, bien sûr, cette journée mondiale qui sera célébrée, mais c'est important d'en parler tous les jours. Tout à fait. C'est important. C'est une maladie qui est encore une question de santé publique dans nos pays. Donc, il faut toujours continuer l'information, la communication sur la maladie. Bien sûr, le pourquoi aussi de notre présence ce matin. Alors, on aura de bons temps à passer ensemble. On va commencer d'abord avec des définitions normales hein, pour mieux comprendre et tout. C'est vrai qu'on parle de tuberculose. Il y en a forcément qui ne savent pas tout sur la tuberculose. Qu'est-ce que c'est la tuberculose? On sait d'abord que c'est une maladie. Dans plus de détails. Voilà. De façon plus simple, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse, contagieuse, qui est transmise donc d'un sujet malade à un sujet sain
lors d'émissions de particules de salive à l'occasion d'un effort de toux et d'éternuement. Voilà. Un effort de toux et d'éternuement. Et d'éternuement. Voilà, on va projeter des gouttelettes de sécrétion de salive dans l'atmosphère et en fonction donc de la ventilation, de la promiscuité, l'état immunitaire aussi du malade. Voilà, donc le sujet récepteur, le sujet sain peut développer ou pas la maladie. Alors, c'est vrai que généralement, dans nos quartiers, dans notre vie de tous les jours, on entend j'ai la toux depuis 2-3 semaines, on dirait que j'ai la tuberculose. Tout à fait. Comment en fait, c'est voilà, le signe principal. La tuberculose peut se localiser au niveau du poumon, c'est la principale localisation, mais elle peut se localiser aussi en dehors du poumon. Alors, au niveau donc du poumon, le signe majeur qui va attirer notre attention, c'est la toux classique de plus de 2 semaines, voilà, qui ne répond pas au traitement habituel. Donc, devant une toux de plus de 2 semaines déjà, mais secondairement, ça peut être accompagné d'autres signes. C'est un malade qui va avoir la fièvre le soir, qui va avoir donc des sueurs nocturnes, qui n'a pas d'appétit, qui est amaigri et qui a une grosse fatigue. Donc, la toux accompagnée de ces signes font suspecter la tuberculose. Et c'est dans un centre de santé que vous vous rendez pour qu'on puisse faire le diagnostic. Alors, cette toux-là qui intervient, c'est vrai qu'on reste un peu là-dessus parce que c'est le premier signe, avant d'avoir les autres. Elle est grasse ou elle est sèche? En général, il y a plusieurs tableaux, mais en gros, elle est grasse. Parce que j'ai dit tout à l'heure, dans la tuberculose peut être pulmonaire, mais en extra-pulmonaire, par exemple, au niveau d'une membrane qui recouvre le poumon, qu'on appelle la plèvre. Dans ce cas, la tuberculose pleurale qui est hors du poumon, on peut avoir une toux sèche. Donc, devant une toux de plus de 2 semaines, je pense déjà il faut penser à consulter dans un centre de santé qui sont les mieux indiqués donc, à vous situer. C'est ça le message, en fait. Bien sûr. Voilà. Et bien, ce message, on le donnera tout au long de nos échanges, bien sûr, avec vous. Docteur Sidibé Souleymane, on rappelle que vous êtes directeur, coordonnateur adjoint du PNLT. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur la tuberculose. On va savoir un peu, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les symptômes. C'est vrai qu'on en a cité. Et surtout, parler de cette sensibilisation-là qui doit se faire dans tout le pays. C'est vrai que vous vous sensibilisez, mais nous-mêmes, chère population, on peut continuer la sensibilisation. Bien sûr, c'est ça l'objet même, c'est la participation de tous à cette lutte. Voilà, aussi bien les décideurs, mais également aussi les hommes des médias. C'est vraiment favoriser la communication. Donc, à l'occasion de ces journées, c'est des choses qu'on va répéter pour que chacun à son niveau puisse contribuer donc à cette lutte contre la tuberculose. À votre niveau au PNLT, vous êtes prêt pour cette sensibilisation-là, pour cette année 2022? Nous sommes prêts. Il y a une cérémonie officielle déjà demain. C'est le 24 mars de chaque année. C'est une journée mondiale qui est célébrée sur le plan international. C'est l'occasion donc pour les décideurs, comme je le disais tout à l'heure, les ministères en charge de la santé, mais également aussi les communautés, y compris les hommes des médias, de faire un peu le point de la lutte en termes d'avancée, mais également aussi de relever les défis résiduels à adresser donc dans les prochaines années. Bien sûr. Vous restez en notre compagnie et bien dans ce caractère informatif de cette émission. On parle de la tuberculose. Comment est-ce que la sensibilisation doit se faire pour cette nouvelle année? Et surtout, je pense qu'avec ce que nous allons vous dire aujourd'hui, vous saurez mieux ce qui se passe lorsqu'on parle bien sûr de sensibilisation contre la tuberculose. Alors, on me fait dire que j'ai encore 2 petites minutes avec vous avant de passer au flash d'information et entamer la deuxième partie de cette émission. Avant de terminer avec vous cette première partie-là, on l'a dit, la toux d'abord, ensuite... Secondairement, la fièvre, les sueurs nocturnes, l'amaigrissement. C'est un malade qui ne mange pas, donc il va s'amaigrir, il n'a pas d'appétit. Et bien entendu, quand on ne mange pas, on est très fatigué. Donc voilà, c'est vraiment ces signes qu'on a... dans le jargon des techniciens, c'est les signes d'imprégnation tuberculeuse qui vont s'associer secondairement à la toux. Et devant ces signes-là, il faut consulter dans un service de santé pour faire le dépistage ou bien le diagnostic donc, de la tuberculose. Une fièvre qui dure combien de temps? La fièvre, en général, elle est un peu chronique quand même. Elle est chronique. Dans les délais aussi de 15 jours à 1 mois. Voilà. Mais déjà aujourd'hui, l'idée même déjà devant la fièvre et la toux, déjà, il faut consulter. Voilà, il faut consulter. Sans hésitation. Sans hésitation, parce que les délais, effectivement, remontent
les délais sont en fait établis sur la base des recherches, mais de plus en plus, il y a des recherches qui estiment que l'atout même on n'a pas atteint 15 jours avant de s'inquiéter. Donc déjà devant un épisode de toux et de fièvre, il faut déjà penser à aller à l'hôpital. Voilà. Et à partir de là, on pourra savoir si c'est une tuberculose. On vous prendra en charge. Oui. Je rappelle que le traitement est gratuit. Voilà, on aura tous les détails là-dessus tout à l'heure, docteur. En tout cas, merci. Vous restez avec nous. Un autre point de l'actualité à vous proposer pour cette autre journée de mercredi. Ce sera bien sûr avec Régis Kofi. Et nous, on va se retrouver tout à l'heure pour poursuivre cette émission et vous donner toutes les informations utiles sur, bien sûr, la tuberculose et le PNLT. Voilà, et on parlera aussi de ce partenariat-là qui permet d'accentuer, bien sûr, la sensibilisation auprès des populations ivoiriennes. Allez, on passe à une pause, ensuite l'information et on revient. Sous la présidence de Mme Arlette Badoun Guesson-Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, sous le parrainage de Mme la ministre Maria Toukoni, maire de Boundiali, l'ONG Abidjan Festival et le Palais de la Culture d'Abidjan organisent la 6e édition du Djegele Festival, festival international du balafon, du 19 au 26 mars 2022 à Boundiali. En concert live, Abdoulaye Diabaté du Mali, Ali Keita et The Magic Balafon d'Allemagne, l'ensemble artistique de Boloma Koté du Burkina Faso, Doussou Bagayogo du Mali, le groupe Pobar Wassou du Sénégal, Neko Bala de Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames et messieurs, en espérant que vous allez bien. Les températures prévues pour cette matinée, les régions du nord de la bande centrale seront généralement nuageux tôt le matin. Par la suite, un temps généralement ensoleillé s'y présentera. Une alternance nuage-soleil sera observée sur les régions du littoral et du sud forestier. Les températures prévues pour cette matinée, 24 degrés à Bangoro, 26 degrés à Abidjan et Atiaké, 24 degrés à Bondoukou et Boaké, 23 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali et Daloa, 25 degrés à Dimokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 23 degrés à Kong et Korogo, 20 degrés à Man, 22 degrés à Ojene, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, Soubré également à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 21 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Un début d'après-midi généralement ensoleillé sera observé sur l'ensemble du pays. Les régions du nord, de l'ouest et du sud-est seront très perturbées et cette situation pourrait y entraîner des orages et des averses de pluie en milieu ou en fin de période. Les régions du littoral seront intéressées en fin de période par des averses de pluie localisées. Les températures prévues pour cet après-midi, 33 degrés à Bangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 36 degrés à Boaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Boundiali, 33 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimokro et Gagnoa, 34 degrés à Guiglo, 36 degrés à Kong et Korogo, 35 degrés à Man, 36 degrés à Ojene, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Toujours un plaisir de vous donner ces informations météorologiques. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur la RTI.
Très bon début de journée à toutes et à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par le palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec Albert Mabry-Twaqueuse, président de l'UDPCI. Entretien qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Viviane Aïmer. Dans le cadre de la décrispation de la vie sociopolitique nationale, le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Twaqueuse, a été reçu ce mardi 22 mars pour un entretien au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai été heureux d'être reçu en audience par le président de la République ce jour. Je voudrais dire que dans l'élan de la fin de la dernière session du dialogue politique, des rencontres avaient été recommandées. Et évidemment, pour ce qui me concerne ce jour, c'était des retrouvailles avec le président de la République. Vous savez la qualité, la durée de ma collaboration avec le président de la République. Donc nous avons évoqué quelques souvenirs, mais pour l'essentiel, nous avons donc parlé de la Côte d'Ivoire, de la paix. Il m'a rappelé son attachement à la cohésion et à la paix et son souhait de voir qu'avec tous les acteurs politiques, ce chantier soit un chantier prioritaire pour l'ensemble des Ivoiriens. Je lui ai également dit tout mon intérêt. Nous avons évoqué quelques points particuliers, notamment les recommandations du dialogue politique relativement à la CEI, à une préoccupation particulière de l'UDPCI concernant le général Robert Gueye. Nous avons également parlé de tout ce qui pourrait contribuer au développement local, puisque je suis certes chef de parti, mais également président de région. Donc, le président nous a conseillé aussi la cohésion entre les cadres de cette région afin que le développement soit possible. Nous avons donc eu des échanges fructueux. Nous avons convenu de nous revoir et nous poursuivrons ces échanges-là pour la paix, pour la cohésion et pour la Côte d'Ivoire. Membre fondateur de la coalition politique RHDP créée le 18 mai 2005, le bureau politique de l'UDPCI a décidé son retrait du RHDP le 2 août 2020. La Côte d'Ivoire est en chantier, vous le savez, pour accueillir la fête du football africain, la CAN 2023. Le président du COCAN avait donc s'assurer du bon déroulement des travaux sur le terrain. François Albert Amichia s'est donc rendu à Yamoussoukro pour visiter des infrastructures sportives. Regardons ces images. La CAN 2023 approche à grands pas et le COCAN, dirigé de main de maître par le ministre François Albert Amichia, met les bouchées doubles pour être fin prêt le jour J. C'est dans ce cadre qu'une mission du COCAN s'est rendue dans la capitale politique pour prendre contact avec le stade de Yamoussoukro, à 98% achevé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi permanent des travaux des infrastructures de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En effet, la conformité du stade de Yamoussoukro et l'évolution générale des travaux depuis sa dernière visite en septembre 2021 ont été les points clés de la mission du président François Albert Amichia. Nous avons travaillé sur une phase de conception au niveau du siège du COCAN, où nous avons formé des chefs de projet, des assistants chefs de projet, des chargés d'études. Et aujourd'hui, nous entrons dans la phase préopérationnelle. Il était important que ceux qui ont été formés au niveau théorique viennent maintenant s'imprégner du stade lui-même, du lieu de l'événement. Que chacun, en matière de protocole, d'accueil, de sécurité, de santé, d'organisation de matchs, d'accueil des VIP, VVIP, visualise sur le terrain l'espace de sa compétence. Un exercice important et un exercice qui sera renouvelé périodiquement. Nous avons des jeunes gens qui seront appelés demain à encadrer cette compétition et qui, au-delà de la compétition, deviendront des experts d'événements sportifs. Mais dans le cas d'espèce, il était important qu'ils se rendent ici même à Yamoussoukro. Pour les chefs de projet du COCAN 2023 et leurs assistants, il s'est agi de leur toute première visite de site. Ce fut également pour eux l'occasion de se familiariser avec les différents espaces dans lesquels ils devront évoluer les mois à venir et préparer au mieux la compétition. Repartis en différents groupes, la cinquantaine de membres de différentes commissions ont travaillé en atelier dans la mise en pratique de la formation théorique reçue.
Cette visite du ministre François Albert Amichia sur le site de Yamoussoukro a été l'occasion pour lui de s'imprégner des réalités du terrain. Les différents chefs de projet, leurs assistants et l'équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage Vivendi Sport vont poursuivre cette expérience sur tous les sites de la CAN 2023. Le reportage de Seydou Koulibaly commenté par Jean-Sylvain Esso. Dans le reste de l'actualité, au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime CROSS dans le Pas-de-Calais en France, des opérateurs répondent aux appels de migrants en détresse tentant de rallier l'Angleterre, comme vous pouvez le voir. Réaction. Depuis 4 ans, nous avons secouru plus de 50 000 migrants dans le détroit. L'année dernière, plus de 8 600 personnes ont été sauvées, 35 000 migrants impliqués. Donc c'est un volume considérable. Donc chaque année, en fait, ce volume est multiplié par 4. Les embarcations qui sont utilisées ne sont pas du tout faites pour ça et elles sont fragiles et elles risquent de se briser en deux, souvent, au milieu du détroit. Et puis, le chef de l'ONU appelle à la fin de la guerre dite absurde de la Russie en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré hier qu'il était temps de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un mois, avertissant que la seule issue à la poursuite des combats était plus de souffrance, plus de destruction et plus d'horreur. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci beaucoup à Régis Kofi pour ce point de l'actualité. Ça va, Régis? Ça va. La journée a bien commencé? Pas tellement, mais bon, ça va, on tient le coup. Ça peut aller. En tout cas, merci et puis on se retrouve tout à l'heure. On va voir. OK. Il vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un autre point de l'actualité. Merci beaucoup, Régis. Merci, à tout à l'heure. Bonne journée. On est ensemble. Allez, pour la suite dans cette émission, ce sera avec notre invité Actu. Voilà, on a commencé comme ça à parler bien sûr de la tuberculose et on vous donnera encore d'autres informations. Pour l'instant, petite pause avec l'agenda et on se retrouve dans quelques minutes. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. On va vite cash. C'est 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap. C'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Pour la suite du programme, vous aurez, ce jusqu'à 8 h, vous aurez Renaud avec la revue de presse. Vous aurez aussi notre invité du jour dans cette émission. Pour l'instant, nous sommes encore avec notre invité Actu, le Dr Sidibé Souleymane. Il est directeur coordonnateur adjoint du PNLT, le programme national de lutte contre la tuberculose. On a défini un peu la tuberculose. On revient à vous, cher docteur. On a défini la tuberculose. On a défini un peu les différents symptômes. Quels sont les signes que nous avons? On a parlé de la toux. Qui est la Ensuite, principale. Oui. La fièvre nocturne. Oui. Les sueurs également. C'est un malade qui va transpirer beaucoup la nuit, malgré peut-être la climatisation ou des moyens mécaniques. Oui. Et l'amaigrissement, parce qu'il ne s'alimente pas correctement. Il y a une grosse fatigue et il est très amaigri. Très amaigri. Voilà. On l'a dit aussi, ce sont des symptômes qui durent quand même. Hein. La toux, 2 semaines, voire plus. Classiquement, c'est une toux de plus de 2 semaines. Oui. Voilà, mais comme je le disais, devant un épisode de toux avec fièvre déjà, il faut penser à la maladie. Oui. On ne dit pas forcément que c'est un cas de tuberculose, mais il faut déjà consulter pour que le personnel médical puisse vous prendre en charge. L'essentiel de nos échanges, la sensibilisation. Vous êtes du PNLT. Un petit bilan de ce qui s'est passé en 2021? Alors, en termes de bilan, d'abord, en termes de chiffres, oui. On va dire en Côte d'Ivoire en 2021, on a eu autour de 21 000 cas, 21 085 cas de tuberculose sur l'ensemble du territoire. Cela aussi dans les 360 centres de prise en charge de la tuberculose qu'on a sur l'ensemble du territoire. Parmi ces malades, donc, on en a guéri 86%. Oui. Ça veut dire que 86 malades sur 100 ont été guéris. Malheureusement, il y a encore 9 qui décèdent. Il y a 2 qui ont fait des échecs. Donc ça, c'est... Également aussi dans cette population, on avait environ 6% d'enfants. Voilà, sur ces 21 000,
exactement 5,9% en termes de proportion, parce que la tuberculose aussi va toucher les enfants. Oui. Et généralement, la tuberculose de l'enfant est consécutive à une tuberculose d'un adulte. Et également aussi, la tuberculose également forme avec le VIH un duo très dangereux. Oui. Donc chez ces malades, on va rechercher donc, le VIH. Et on a eu des proportions d'autour de 13%. Donc dans les centres de prise en charge de la tuberculose, tout malade dépisté pour la tuberculose bénéficie du test du VIH. Parce qu'il faut faire une prise en charge conjointe pour s'assurer que le malade va guérir vraiment dans de très bonnes conditions. Donc 99% de nos patients ont été testés pour le VIH. Et ceux qui étaient positifs étaient dans l'ordre de 13%. Et ceux-là ont bénéficié, en plus du traitement antituberculeux, du traitement donc, par les ARV. Donc c'est ce qui nous donne aussi des bons résultats de succès thérapeutique. Mais comme je le disais, encore 9% de décès, ça demeure encore un défi pour le pays. Voilà, il faut réduire donc ces décès-là également. Alors, vous parcourez tout le pays, vous faites de la sensibilisation du nord au sud, à l'est, à l'ouest, même au centre et tout. Est-ce que vous pensez que les populations ivoiriennes aujourd'hui ont compris l'importance de cette sensibilisation et surtout du message? Oui, effectivement, mais il ne faut pas s'arrêter. Sinon, il y a eu des enquêtes qui ont montré que le niveau de connaissance de la population en matière de tuberculose s'est amélioré. La dernière enquête date de 5 ans et des enquêtes sont prévues. Mais il faut, comme on dit, la répétition est pédagogique. Donc, il faut continuer de sensibiliser donc, ces populations sur la reconnaissance donc, de ces signes. On travaille déjà avec des agents de santé communautaires qui vont en communauté pour vraiment sensibiliser la population. Également aussi, la lutte elle est multisectorielle. Donc les secteurs comme le transport, il y a des campagnes d'affichage dans les véhicules de transport en commun également. Et puis dans les services publics aussi également. Il y a des campagnes d'affichage, d'information sur la tuberculose. Et tout ça participe en tout cas de cette sensibilisation qui paraît être la mesure, en tout cas la principale mesure pour mettre fin donc, à cette épidémie. Bien sûr, entrons maintenant dans notre quotidien, à la maison, au travail et tout. Nous avons peut-être des personnes qui sont autour de nous, qui ont certainement des signes hein, de tuberculose et tout. Quels sont les risques de contamination? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? De façon classique, la tuberculose est une maladie à transmission aérienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'occasion d'un effort de toux, d'éternuement qu'on va projeter, en tout cas le sujet malade va projeter les particules donc, de salive qui contiennent le microbe dans l'atmosphère. Donc la maladie va être développée dans des environnements mal ventilés, confinés. Voilà, donc il faut éviter, par exemple, un malade, quelqu'un qui est sain, d'être cloisonné dans une pièce qui n'est pas ventilée, où il n'y a pas de pénétration donc des rayons solaires. Voilà, quand vous avez ces conditions avec un malade, la promiscuité, voilà, des environnements vraiment clos, et que ça dépend aussi de la quantité de microbes que vous allez respirer. Voilà, selon votre immunité, le système de défense, vous allez peut-être développer ou pas la maladie. Donc, de façon classique, avec un malade à la maison, il faut favoriser la ventilation des pièces. Voilà, il faut ouvrir les fenêtres. C'est vrai qu'on aime la climatisation, mais il faut permettre un renouvellement constant de l'air dans nos pièces. Et également aussi, les mesures, elles sont là. Le port du cache-nez chez un malade. Éviter, puisque j'ai dit, c'est la toux et l'éternuement. Donc, il faut contenir donc, ces projections-là dans le cache-nez, ou bien un masque, ou bien un mouchoir propre. Et la pandémie à Covid a remis à jour, en tout cas, ces mesures donc, de protection. Bien sûr. Voilà. Mais il ne faut pas repousser le malade. C'est ce que nous constatons. Et il faut le dire, le malade, avant d'être dépisté, il a déjà contaminé. Voilà. Voilà. À partir du moment où il est dépisté, qu'il est sous médicament, il devient moins contaminant. Malheureusement, dans nos communautés, c'est à ce moment qu'on commence à le repousser. Pourtant, avant qu'il n'aille à l'hôpital, il a déjà contaminé. Bien sûr. Voilà, donc il faut s'occuper de nos malades. Le traitement va durer 6 mois, donc il faut l'accompagner, mais également il faut l'accompagner en prenant en compte toutes les mesures d'hygiène que nous avons citées tout à l'heure, notamment l'hygiène à la toux. Ce malade-là, il doit se protéger de façon globale même, vous et moi. Devant un épisode de toux, on doit vraiment toujours se protéger avec un mouchoir, mais pas avec la main, soit avec voilà, l'avant-bras. Voilà, il faut éviter de tousser, cracher, éternuer dans l'air quand on est en face donc, de personnes. Voilà, c'est vraiment l'hygiène à la toux qui est vraiment aussi une mesure très importante pour limiter la transmission
de la maladie. Tout se rejoint, hein, comme pour dire qu'il faut avoir de bonnes habitudes. Il faut avoir de bonnes habitudes, voilà. Il faut avoir de bonnes habitudes de santé. Ce n'est pas seulement la tuberculose, même une grippe. Si vous ne protégez pas, que vous toussez ou vous éternuez avec quelqu'un qui n'est pas à distance, donc à distance normale de vous, vous pouvez voilà, faire facilement un épisode de grippe. Souvent, voilà. c'est très rapide. Hein. C'est très rapide, voilà. Ouais. C'est très rapide. Mais pour la tuberculose, comme je l'ai dit, il faut insister sur la notion de promiscuité, de confinement et d'un espace qui n'est pas ventilé et qui n'est pas suffisamment donc, aéré, mais également aussi la quantité donc, de microbes que le malade va projeter dans l'air. Voilà. Surtout à l'occasion d'un effort d'éternuement, il y a beaucoup de virus ou microbes que nous pouvons, voilà, qui restent en suspension. Voilà. C'est pour ça que je parlais de la ventilation, qui reste en suspension dans l'atmosphère. Mais si vous avez une bonne ventilation, une pièce qui est bien ventilée, vous avez, voilà, ça va charrier un peu ces microbes-là. Les grosses gouttelettes vont tomber, mais les fines particules vont rester dans l'atmosphère. Donc, il faut avoir l'habitude de renouveler nos bureaux, nos maisons. Classiquement, on dit chaque 10 minutes, il faut renouveler, il faut faire un renouvellement chaque 10 minutes, classiquement. Mais à défaut, chaque 30 minutes, il faut ouvrir un peu pour permettre... Ou aérer. Ou aérer, voilà, les pièces, c'est très important. Avec ce que vous nous dites, on comprend que cet accompagnement doit être aussi psychologique. Mais tout à fait, oui. Tout à fait. L'accompagnement est psychologique. Et nous l'avons tellement bien compris que nous avons développé des partenariats même avec un programme de santé qui s'occupe de la santé mentale. Parce que c'est des malades que vous allez mettre en traitement sur 6 mois. Comme on le dit, ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 6 semaines. Donc il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Il faut que... Parce qu'il y a le déni aussi de la maladie. Il y en a qui mettent ça au compte de la sorcellerie. Pourtant, c'est une maladie réelle. Oui. Et on en guérit. Et le traitement est gratuit. Voilà, donc c'est important. Il faut tous ces aspects d'accompagnement psychologique, psychosocial, au-delà de l'accompagnement médical, tous ces aspects rentrent en compte donc, dans la prise en charge globale donc, de ces patients. Alors, quelles sont les actions concrètes que nous devons mener? C'est vrai qu'il y a eu des activités qui ont été faites en 2021. Nous sommes en 2022. On continue la sensibilisation. Des actions concrètes. Alors, les actions concrètes, déjà, des années en arrière, on était dans le dépistage passif. On attendait que les malades viennent à l'hôpital. Voilà, nous sommes dans la stratégie maintenant du dépistage actif, aller au contact des populations avec des camions radio, avec des camions laboratoires, pour identifier les suspects déjà dans la communauté de façon précoce et commencer la prise en charge. Parce qu'on estime que ces cas qui n'ont pas forcément les moyens financiers, qui n'ont pas voilà, pour arriver à l'hôpital. Et on a beaucoup d'appréhension. Voilà, il faut aller les chercher. On a Effectivement, peur. on a peur, mais comme je le disais, la tuberculose, c'est une maladie grave, mais guérissable, et le traitement est gratuit. Donc, il ne faut pas avoir peur. Devant le moindre symptôme, il faut consulter. Donc, dans ces stratégies de dépistage actif, sont orientés essentiellement, comme je l'ai dit, dans la notion de promiscuité, dans les quartiers précaires, dans les milieux comme les prisons. On a une collaboration avec le ministère de la Justice. On passe un peu dans les prisons aussi pour voilà, et voir un peu, examiner les prisonniers. Parce qu'une tuberculose dans une prison, dans un milieu où il y a beaucoup de regroupements, on imagine. Voilà, on imagine un peu. Également aussi, on vient de former la semaine dernière les médecins et personnels de santé, des services de santé des armées, parce que aussi on a les casernes, on a, voilà, donc partout il y a un regroupement d'humains. S'il y a un cas de tuberculose, ça peut aller vite. Si, comme je l'ai dit, les pièces ne sont pas ventilées, il n'y a pas une bonne circulation d'air. Et donc, toutes ces collaborations-là visent vraiment à impliquer tout le monde dans la lutte contre la tuberculose. Parce que le but, à l'horizon 2035, c'est de mettre fin à cette épidémie de tuberculose, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Bien sûr, vous avez parlé de collaboration, vous en avez avec des entités qui luttent contre la tuberculose. On salue toutes ces ONG qui travaillent bien sûr dans cette lutte-là. Alors avec vous, il y a forcément une synergie d'action avec ces ONG-là. Bien entendu. Par exemple avec l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Bien entendu, voilà. Alliance également, vraiment, c'est un partenaire privilégié voilà, du programme, qui a le volet, on va dire, qui accentue le volet de la lutte au niveau communautaire. Voilà, à travers donc, les agents de santé communautaire, ils vont pénétrer donc, dans la communauté, identifier de façon précoce les tousseurs et ceux qui sont susceptibles de développer une tuberculose et les orienter dans les centres de prise en charge, de façon globale dans les centres de santé. Secondairement aussi également, ils vont accompagner, vous parliez tout à l'heure d'accompagnement psychosocial. 6 mois pour un malade, ce n'est pas évident. Donc, ils vont accompagner ces malades-là dans le traitement. Et parfois, pour les malades qui ne pourraient pas donc se déplacer, c'est vraiment de leur apporter les médicaments dans la communauté. Donc, c'est vraiment une très grande collaboration. Et
En termes aussi de communication et de sensibilisation, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire nous appuie beaucoup dans la sensibilisation et la communication, en tout cas sur la tuberculose. Bien sûr. Vous avez commencé votre sensibilisation depuis plusieurs temps maintenant. On enclenche une nouvelle dynamique à partir de demain, parce que demain, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Tout à fait. Demain, 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. C'est une journée internationale, comme je le disais tantôt. Et c'est l'occasion vraiment de faire le bilan de la lutte, d'informer aussi, de sensibiliser, et également aussi d'adresser les défis résiduels qu'il faut prendre en compte pour mettre fin à la tuberculose. De commencer une nouvelle campagne aussi. Une nouvelle campagne, effectivement, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup au docteur Sidibé Souleymane, directeur coordonnateur adjoint du PNLT. Et je l'ai dit, à travers vous, on salue toutes ces entités qui travaillent dans la lutte contre la tuberculose. Enfin, un coucou spécial à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Merci aussi au ministère de la Santé, bien sûr, qui mène des actions évidentes, des actions palpables, bien sûr, pour lutter contre la tuberculose. Il faut le savoir, chers téléspectateurs, eh bien, cette maladie, elle est réelle. Lorsque vous sentez une toux qui dure plus de 2 semaines, une forte fièvre et tout, il faudrait vous rendre dans un centre de santé pour tout simplement avoir ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour éviter cette contamination. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Excellente journée. Voilà. Oui, rapidement. Dernière information, la journée officielle, c'est la célébrée demain à Gonzagueville, à la place Terre Rouge. Voilà, ce sera l'occasion de partager des informations, mais de faire aussi un dépistage actif. Voilà, donc demain à Port-Boué, on invite toute la population à partir de 8 h à l'espace Terre Rouge à Gonzagueville. Merci pour cette information très importante. Allez, on va poursuivre cette émission. On va vous proposer bien sûr la revue de presse, revenir avec l'information. Et au-delà de 7h30, on aura notre invité du jour. À tout de suite. L'expert en la matière, lorsqu'on parle bien sûr de revue de presse, Renaud, bonjour. Alors, on commence avec cette information. Le président de la République a accordé une audience à Albert Mabry-Touakeus. Oui, bonjour à tous. Cette rencontre, selon le Patriote, s'inscrit dans la droite ligne des recommandations du dialogue politique initié par le président de la République en vue du renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. À sa sortie d'audience, le premier responsable de l'Union pour la démocratie et pour la paix a indiqué que le président de la République l'a invité, tout comme les autres acteurs politiques nationaux, à faire de la préservation de la paix une priorité. Et après les incompréhensions et la crise post-électorale, Mabry retourne à la maison. Oui, c'est ce que Barassa Une, le quotidien Le Matin, au sujet de la rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le président de l'UDPCI. En croire le confrère Dr Albert Mabry-Touakeus s'est dit heureux d'avoir été reçu par le chef de l'État, avec lequel il a parlé notamment de paix, de cohésion sociale ainsi que du RHDP. Et on referme ce sujet avec le nouveau réveil. Oui, et le confrère qui révèle que le président de l'UDPCI a indiqué au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État que la question de son retour au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix n'avait pas été évoquée au cours des échanges qu'il a eus avec le président de la République. Retrouvé dans le numéro de ce jour du confrère, la teneur des échanges entre les deux personnalités. Et organisation de la COP 15 à Abidjan, eh bien, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir les délégués de tous les pays participants. Oui, les délégués des 197 pays qui seront présents en terre ivoirienne du 9 au 20 mai 2022 pour la 15e session de la conférence des parties des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse COP 15 seront logés sans difficulté. L'assurance a été donnée hier au cours d'une conférence de presse par le président du comité d'organisation de la COP 15 et selon Abou Bamba, qui est cité par l'Inter, les réceptifs hôteliers qui doivent les accueillir ont déjà été identifiés et toutes les dispositions pratiques qui doivent permettre de faire de leur présence en terre ivoirienne une réussite ont été prises. Et cette information encore, 5e donc dans cette revue de presse, si on y prend garde, eh bien l'Atiéké risque de disparaître de nos assiettes. Oui, c'est ce que révèle le Centre Wave, une structure de recherche basée au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Selon cet établissement qui est cité par l'Infodrome,
2 maladies menacent la production locale de manioc. Et pour contrer ces maux qui pourraient détruire le manioc sur toute l'étendue du territoire national, ce centre a procédé hier dans le village d'Abadien-Kouté, c'est dans la commune de Songon, au lancement d'un programme de sensibilisation des producteurs de ce tubercule, doublé du lancement d'une opération de surveillance participative dénommée « Ensemble, sauvons notre manioc ». Et ça, c'est dangereux, ça. Allez, on poursuit, on termine. Vous nous proposez un chiffre pour refermer cette revue de presse. Oui, 21 000 et il correspond au nouveau cas de tuberculose détecté chaque année en Côte d'Ivoire. Cette information a été livrée hier par le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose et c'était lors d'une conférence de presse organisée en prélude à la journée mondiale de la tuberculose qui a lieu demain, jeudi 24 mars 2022. À cette occasion, Dr Kwaku Jacquemin a invité les populations à fréquenter les services de prise en charge de la tuberculose où les soins sont entièrement gratuits. Il a insisté sur cette consigne pour toutes les personnes qui ont une toux de plus de 2 semaines. Merci beaucoup à Renaud. Je vous en prie. Et c'est tellement bien dit pour toutes ces informations-là sur la tuberculose. Oui. Et on en a parlé aussi avec notre invité. Oui. 21 000 cas en Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez ces signes, si vous doutez, il faut juste... Il y a des gens qui n'aiment pas aller à l'hôpital. Non, il a été précis dans ce qu'il a dit. Hein. Oui. Tout de plus de 2 semaines, il faut obligatoirement partir à l'hôpital pour se faire dépister. Oui. Parce qu'on ne sait jamais, surtout que la tuberculose se guérit en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, il faut très souvent, on aime l'automédication, on se dit j'ai une toux, on a nos petites pratiques aussi. Bon, même quand la toux est insistante et surtout quand ça passe 2 semaines, il faut obligatoirement partir à l'hôpital. Bon, les petites toux passagères, on casse, machin et tout, là, ça passe quoi. Mais après, quand ça devient compliqué, il faut obligatoirement se rendre dans un centre de santé. Voilà. En tout cas, merci pour ces informations. On revient tout à l'heure avec Renaud. L'info continue. L'info continue. Oui. Bon, on ne dira pas ce qu'on va proposer. Non, en tout cas, ce sera de l'info continue. Ça sera de Info continue. Bon, on continue. Pas Matin Express. Hein? On commence avec, avec Régis et tout, et puis on continue avec nos infos. Et même après Renaud et Info continue, on continue encore. C'est bien cela. Bien sûr, avec bien sûr toutes nos différentes sessions d'information, bien sûr, sur RTI 1. Merci beaucoup à Renaud. Merci pour ce costume ministériel. J'aime bien le pin qui est sur le côté là. J'essaie de faire comme vous. Ça fait bling bling un peu, c'est pas mal. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. On est ensemble. Allez, on va juste marquer une pause et puis on revient encore pour la suite de ce numéro. La rougeole et la rubéole sont des maladies très dangereuses pour la santé de nos enfants. Pour les protéger efficacement contre ces maladies, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a introduit depuis le 1er novembre 2021 la 2e dose du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole RR2 qui sera administrée à nos enfants dès l'âge de 15 mois. Chers parents, faisons vacciner nos enfants contre la rougeole, rubéole dans les centres de santé. Le vaccin est gratuit. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires. Dans le cadre de son programme de renforcement des infrastructures éducatives, le maire d'Anyama, Amédou Sylla, procédera à l'inauguration de 27 salles de classe réalisées dans 5 quartiers de la commune le jeudi 24 mars à l'EPP Terminus à partir de 9h. Infoline 01 01 01 14 41. FAPEF 2022. Sous le parrainage de M. Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, le Forum africain de la presse économique et financière, les 24 et 25 mars à Abidjan. Un événement majeur de promotion et de valorisation du journalisme de développement en Afrique. Validez votre inscription sur fapef.org. La Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS, organise des enseignements post-universitaires sur les directives de l'OMS en matière de santé reproductive et maternelle. Après les sessions de formation des sages-femmes et médecins gynécologues des sections Sogossi d'Abidjan Nord et d'Abidjan Est, la Sogossi organise 2 autres sessions du 23 au 25 mars 2022. Section Abidjan Ouest, le 23 mars 2022 à 9h au centre Mohamed VI de CHU de Yopougon. Section Abidjan Sud, le
25 mars 2022 à 9h à la salle de conférence du service de gynécologie du CHU de Treichville. La Sogosi, votre partenaire sûr et idéal pour la réduction de la mortalité maternelle néonatale en Côte d'Ivoire. Partenaire. Retour de l'information, bonjour à toutes et à tous. On a coutume de dire que l'eau est source de vie. C'est un bien précieux qu'il faut préserver. Cependant, le constat est clair. Certains ne l'utilisent pas avec retenue. L'État de Côte d'Ivoire fait face au gaspillage. Différents secteurs d'activité sont pointés du doigt. Nos reporters se sont rendus dans des stations de lavage d'automobiles réputées pour leur consommation en eau. Regardons. Une station de lavage en pleine activité à Marcory, dans le district d'Abidjan. Des véhicules sont passés au peigne fin, à la brosse et à l'appareil électrique de nettoyage. Au même endroit, un nettoyeur de haute pression en marche avec des eaux qui ruissellent de part et d'autre. Le décor est planté. Laurent est un habitué des lavages. Il fait son constat. Mais quand on rentre dans un coin de lavage auto, d'abord même le catcher ne mesure pas la quantité d'eau qu'on utilise. Ça fait sortir beaucoup d'eau. Donc, sur la violence, le jet d'eau qui sort, fait que l'eau est beaucoup gaspillée. Au quartier Anoumabo, dans ce lavage de fortune, des fûts vétustes entreposés servent à alimenter en eau des tuyaux usés pour le nettoyage des véhicules. Pour l'approvisionnement en eau, ici, on a une autre astuce. Nous, on travaille actuellement avec un forage. Par la soude ici, on ne peut pas. C'est un compteur commercial qu'on va prendre à la soude ici. Quelque chose ne n'arrange pas. Donc, on pouvait prendre un truc de forage pour pouvoir travailler. De ces conduites d'eau en mauvais état, s'échappent chaque jour des litres dans l'indifférence des propriétaires. Non loin de là, ce sont des robinets ouverts qui laissent couler de l'eau à un débit souvent au maximum. J'ai fait des barriques pour travailler. Les samedis, dimanches, j'ai fait 7, souvent j'ai fait 7. Mais les autres jours, 3 ou bien 2. Une citerne d'eau utilisée sans réserve dans ces lavages correspond à 1000 litres en moyenne par jour. La consommation moyenne d'eau par jour et par habitant Côte d'Ivoire est estimée à 72 litres selon des données de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Il y a plein de lavages de voitures qui ont des fuites d'eau. C'est ce que j'ai dit, c'est presque chez tout le monde. Nous, on a besoin d'eau potable pour boire. Eux, ils ont besoin pour laver leur voiture. C'est vrai, mais que chacun fasse attention à l'autre. Parce que lui, son gaspillage fait que moi, je ne trouve pas l'eau au quartier. Pour moi, c'est pour boire. Lui, c'est pour chercher à manger. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on fasse le recours vers les spécialistes pour nous aider à ne pas gaspiller l'eau. L'on enregistre près de 70% de taux de gaspillage d'eau dans les établissements publics et 30% dans les ménages et autres secteurs d'activité. Une fuite d'eau est égale à près de 100 litres gaspillés par heure. Une perte d'environ 7 milliards de francs CFA selon l'Office national de l'eau potable. Des efforts du gouvernement sont consentis pour multiplier les capacités de production d'eau potable dans le pays. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, l'État de Côte d'Ivoire invite les consommateurs à protéger les ressources en eau. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Et le Sénégal abrite justement le 9e Forum mondial de l'eau du 21 au 26 mars prochain. Un événement international qui réunit des décideurs politiques, institutionnels et économiques pour mener des réflexions sur la préservation des ressources en eau dans le monde. La Côte d'Ivoire participe à ce rendez-vous. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagbar. Le point de Konaté Moussa. 9e Forum mondial de l'eau à Dakar au Sénégal. Une rencontre internationale pour approfondir les réflexions sur la problématique de l'eau dans le monde. Thème de cette édition 2022, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Alors, mesdames et messieurs, à l'occasion de ce forum, disons, écrivons nous-mêmes le futur de l'eau. Reprenons la maîtrise du cycle de l'eau, car nous sommes rassemblés ici, ne voulant qu'une chose, j'en suis certain, que l'eau, la nature et l'homme redeviennent d'inséparables amis. Gagner la bataille de la sécurité de l'eau grâce à un engagement collectif, décideurs politiques, organisations internationales, institutions financières, tous donnent de la voix pour la préservation des ressources en eau.
2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. 90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pire. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial de l'eau. La délégation ivoirienne, composée de représentants des ministères en charge des eaux et forêts, de l'assainissement et de l'environnement, est conduite par Laurent Tchagba, le ministre de l'Hydraulique. C'est vraiment un forum d'échange et c'est un enjeu important parce que l'eau qui est source de vie, si on ne prend pas de dispositions, va manquer. Et en ce moment, la vie n'existera plus. Donc c'est un enjeu pour nous de venir s'instruire, récupérer des expériences pour aller travailler sur le terrain. L'ouverture officielle du 9e Forum mondial de l'eau a été marquée par la remise du Grand Prix Hassan II de l'eau, une récompense destinée aux acteurs engagés dans la protection de l'eau, décernée cette année à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Autre volet de l'actualité, atelier sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la Commission électorale indépendante CEI pour une meilleure prise en charge. Ce mardi matin a eu lieu la cérémonie d'ouverture à Grand-Bassam. Sidonie Davila. Ils sont souvent frustrés de ne pouvoir exercer leur droit de vote dans des conditions aisées. Handicapés moteurs, visuels, auditifs et autres. Les personnes en situation de handicap dans leur ensemble disent rencontrer des problèmes multiples. Notamment l'accessibilité des lieux de vote, le vote des personnes handicapés non-voyants qui se font assister à chaque fois le matériel adapté au vote des personnes handicapées. Pour une meilleure prise en compte de leurs difficultés, des réflexions sont menées sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Personnellement, il y a quelques années en arrière, j'ai dû bloquer un bureau de vote parce qu'il m'avait été impossible d'avoir accès à l'isoloir parce que je suis personne en situation de handicap visuel. Et on m'a dit que le vote étant secret, je ne pouvais pas y accéder avec quelqu'un de mon choix. Et donc je me sens vraiment satisfaite qu'on ait été entendu et que notre droit de personnes citoyennes aussi soit pris en compte. Une joie que partage la tutelle. Le ministre Adama Kamara incite les associations des handicapés à parler d'une seule voix. Si vous êtes unis, vous serez forts. En initiant cette rencontre, vous facilitez ainsi l'accès de façon concrète des personnes handicapées au processus électoral, faisant montre de votre intérêt de les voir jouir de leurs droits en tant que citoyens aptes à contribuer au développement de notre pays. À travers cet atelier qu'elle organise avec le soutien du PNUD, la Commission électorale indépendante CEI s'engage à promouvoir la participation inclusive des personnes handicapées aux processus électoraux. Venons nous asseoir. Expliquez-nous ce qui est votre problème. Et ensemble, nous allons en tenir compte pour ce qui est faisable. Nous allons voir ce qui est à prendre en compte pour faire des propositions au gouvernement en matière électorale vous concernant, et puis ensuite examiner les modalités pratiques d'exécution de ce que vous souhaitez. Selon l'Institut national de la statistique, on estime en 2020 à 457 422 000 les personnes en situation de handicap en âge de voter. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Je sais que derrière ce sourire... Ouf. Oui. Alors, Régis... C'est un marathon de l'information. Régis a rentré à la maison se reposer.
on va juste dire d'être très prudent sur la route parce que la chaussée est glissante. Il pleut très fort. Justement. Ouais, il pleut tellement fort que même dans le studio, on sent qu'il y a de la pluie dehors. Bon appétit. Merci. Ce sera quoi au petit-déj aujourd'hui? Rituel. Croissant, café. Et ensuite, c'est tout. Hein. C'est tout, pour l'instant. Ah, tu vois, je Et connais après, peut-être la ticket. Un peu? Après, peut-être la ticket. Après, peut-être la ticket. Oui. OK. On aime bien la ticket. Hein? En tout cas, merci beaucoup à Régis. Merci. Et puis, on sera là demain? Oui, demain. Inch'Allah. Demain, à coup sûr. À coup sûr. À coup sûr. Et à l'heure. À la grâce de Dieu, mais à coup sûr. Excellente journée, cher Régis Kofi. Allez, vous suivez Matin Bonheur avec vous, bien sûr. On parle comme ça de tous les sujets qui nous entourent. On va faire maintenant une incursion dans nos couples à la maison, chez nous, hommes, femmes et tout. Le quotidien, comment cela pourrait se passer. Elle nous donnera tous les rudiments lorsqu'on parle de respect. Manque de respect et surtout imposer le respect dans le couple, c'est aussi important. Elle est avec nous. Elle donne bien sûr cette petite senteur africaine à cette émission avec son chapeau. Queen Tina Taïba, voilà. Lina Taïba, autant pour moi. Allez, on va s'installer. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et bienvenue. Merci. On se revoit avec beaucoup de plaisir. Toujours. Pour parler de nous. Oui. Hein? De nos problèmes. De nos problèmes, hein? de tout ce qui nous entoure. C'est ça. Mais on a les solutions. C'est ça. On a les solutions. Et ça, c'est très important. Allez, jingle, et on revient. Comme dirait quelqu'un, on a trop de problèmes. Mais Matin Bonheur a la solution. Chaque mercredi, on parle famille, on parle bien sûr de nous. Et aujourd'hui, on va parler du respect. Dans le couple. On se rencontre, on se met ensemble, on décide d'avoir une nouvelle dynamique à notre vie. Et le quotidien se passe tout simplement. Mais il y a cet élément très important, le respect. C'est quoi le respect? Alors, on peut définir le respect, en tout cas pour moi, le respect, c'est un sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un ou même quelque chose qui est exprimé par une certaine attitude. Oui. Donc on peut définir comme ça le respect. Bien sûr. C'est vrai qu'on ne prête pas souvent attention, mais on a des écarts de langage. Oui. On a cette manière désinvolte de nous exprimer, même si c'est notre femme et même si c'est notre mari. Oui, ça arrive et il y a des raisons, même si ce n'est pas à justifier. Oui. Il y a des raisons qui peuvent pousser des personnes à manquer de respect à leur conjoint. Bien sûr. On va évoquer toutes ces raisons-là. Le respect, un levier important pour une vie de couple harmonieuse et durable. C'est ça. Alors, il faut savoir que déjà, toute personne, tout humain a droit au respect. Donc, le droit est un droit fondamental à l'être humain. Bien sûr. Et c'est une valeur essentielle pour une relation amoureuse qui se veut durable et stable, donc qui dure dans le temps. Oui. Donc, il faut savoir que c'est un pilier vraiment essentiel pour espérer avoir une relation stable, on va dire, et durable, comme je le disais. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de levier. De levier important. Voilà. Pour cette vie harmonieuse, durable. Aujourd'hui, moi, je vais prendre des coups avec vous. Hein? Aujourd'hui, je vais prendre des cours avec vous parce qu'on a tous besoin d'imposer le respect dans notre vie de tous les jours. Hein? Pas forcément avec madame ou avec monsieur, mais même aussi avec les amis et tout, même les collègues et tout ça. Alors, qu'est-ce qui peut faire que le respect puisse venir s'imposer dans notre vie de couple? Les causes, par exemple. Les causes du manque de respect. Du manque de respect, oui. Alors, les causes sont multiples. Hein. On peut déjà citer, par exemple, on va dire des soucis d'ordre culturel. OK. D'ordre culturel, bon, on ne peut pas refaire l'éducation d'une personne. Donc, quand vous vous mettez ensemble, c'est deux cultures différentes. Toi, tu as reçu ton éducation, l'autre a reçu son éducation. L'autre a une manière de percevoir le respect, le mari ou l'épouse. Donc, souvent, ces deux, on va dire, ces deux croisements peuvent créer des clashs et tout ça. On a également, lorsque l'un des conjoints veut prendre le dessus sur la relation. C'est-à-dire, il veut contrôler toute la relation. À ce moment-là, il peut manquer de respect à l'autre. Il y a aussi la jalousie. La jalousie, quand on est possessif, par exemple, ça peut nous emmener à manquer de respect à l'autre. Par exemple, quand
quand tu veux manifester la jalousie, mais je ne veux pas dire la jalousie normale, mais possessive, tu te permets d'être agressif verbalement envers l'autre, de traiter, par exemple, madame, de n'importe quoi, je n'ai pas envie de dire des injures et tout ça. Être même hystérique devant les gens. Voilà, donc ça peut vous emmener à manquer de respect à l'autre. Ce qui peut vous emmener aussi à manquer de respect, c'est que quand, par exemple, l'un des conjoints ne vous donne pas, bon, là, je me mets dans la position où c'est vous qui manquez de respect. Oui. Donc, l'un des conjoints, en fait, ne vous donne pas des limites. Il ne vous dit pas non, ça je n'aime pas ou à quel moment non. Donc vous vous permettez de salir. Une fois vous avez eu à parler, à dire quelque chose et que la personne n'a pas fait de remarques, vous trouvez ça normal en fait. Bien sûr. Donc vous permettez de continuer. Il y a se laisser aller. Il y a se laisser aller en fait, se laisser faire là. Et il y a des fois, il y a ces moments là aussi où le conjoint, celui qui est en face a un manque de confiance en soi. Donc il a peur peut-être qu'il soit laissé, qu'on le laisse. Donc en fait il accepte tout quoi. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui peuvent provoquer le manque de respect, en fait. Bien sûr. Alors, vous allez comprendre que j'aime beaucoup les détails, hein? Mais ça nous permet de mieux comprendre. Oui. Nous sommes en couple, nous sommes quelque part, on va dire peut-être au restaurant et tout, ou même devant des gens. Et puis, madame ou monsieur, l'un ou l'autre, eh bien, se permet d'hausser le ton sur la personne en face. Est-ce que ça, c'est un manque de respect? Bien sûr, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. On va parler de... Même si on a raison. Même si on a raison, on va parler du manque de respect. Comment ça se manifeste, par exemple? Oui. Là, c'est un cas que vous venez de donner. Oui. Vous pouvez être dans un restaurant ou devant des gens, on va dire, dans la rue ou n'importe où. Et puis, vous permettez peut-être de faire des remarques ou des reproches à votre conjoint devant d'autres personnes. Je veux dire que évitez même d'exposer votre conjoint, les faiblesses de votre conjoint. Parce que c'est votre conjoint, vous connaissez votre conjoint. Et donc, quand vous connaissez votre conjoint, vous savez peut-être la personne peut faire quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous plaît pas. Mais vous faites l'effort, en fait, d'attendre quand vous serez seul pour lui faire des reproches. Parce que le faire devant d'autres personnes, c'est manquer de respect à la personne, même si vous avez raison. Il faut pouvoir, je vais dire, pouvoir se maîtriser ses émotions. Sinon, si tout le monde veut agir selon ses sentiments, on ne va pas s'en sortir. Si tout le monde, je vais dire, parce que tout le monde a des sentiments, tout le monde a des émotions à tout moment. Donc, si on doit se baser sur nos émotions ou nos ressentis, franchement, on ne va pas s'en sortir. Parce que si, par exemple, c'est le cas où monsieur est en train de crier sur madame, si madame aussi, parce qu'elle n'aime pas, elle veut crier, mais regardez ce que ça va donner. Si madame, dans ce cas, n'use pas peut-être de sagesse pour dire, elle va se taire pour faire baisser la tension, pour que les choses se calment, mais ça va devenir autre chose. Donc, il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Et puis après, à côté, on essaie de parler. Ou quand on arrive à la maison, si vous voulez, quand vous êtes dans la chambre, enfermez-vous, criez comme vous voulez. En tout cas, faites ce que vous voulez, mais au moins, c'est entre vous. Il y a quelqu'un qui a chanté une chanson que j'ai bien aimée. Là, il disait que, je ne sais plus comment on chante trop. Écoutez les gens, c'est douloureux. Oui. Le couple, c'est nous deux. Donc le couple, voilà, Dadju. Oui, le couple, c'est vous deux, en fait. Oui. Évitez de vous exposer, parce que c'est l'erreur souvent que les gens font. En exposant votre conjoint devant des amis ou, je ne sais pas, des proches, vous exposez non seulement vos faiblesses, mais vos problèmes de couple. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre couple. C'est entre vous deux. On n'a pas besoin de savoir. À la limite, vous pouvez aller voir vos témoins pour raconter ou faites ce que vous voulez. Mais les autres, vous ne savez pas ce que les autres pensent de vous, en fait. Vous ne savez pas s'ils n'apprécient pas votre relation. Et donc, quand il y a ce genre de choses, ils sont contents peut-être, je veux dire, intérieurement, et vous vous permettez de les exposer. Donc, il y a le mauvais œil qui est là, donc il faut faire attention à tout ça. Bien sûr. Donc il faut avoir des attitudes, très, on va dire, saines. Hein. Moi, je dirais comme ça. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ça dépend de la situation, ça dépend de ce que la personne a fait. Vous voyez, par exemple, on va prendre un cas où peut-être madame vient surprendre le monsieur avec sa copine ou sa maîtresse. Franchement, c'est pas évident de pouvoir se maîtriser à ce moment-là, parce que c'est un choc. Donc là, on peut comprendre que madame peut tomber, peut s'énerver et tout ça, mais je vais dire... Sa réaction peut faire preuve de manque de respect envers son mari? Oui, ça peut être considéré comme... Je veux dire, c'est justifié, mais c'est aussi un manque de respect. C'est justifié, mais c'est aussi un manque de respect. Il y a aussi le fait, par exemple, d'exposer, par exemple, ou de critiquer son conjoint devant sa belle famille. Okay. Vous, c'est votre famille, et parce que vous êtes en froid avec le conjoint, vous vous permettez de critiquer votre conjoint, ou peut-être la famille est en train de critiquer votre conjoint, et vous vous permettez de rentrer là-dedans. Au lieu de dire non, stop, je ne permets pas qu'on parle comme ça de mon conjoint. Parce que c'est vous qui êtes le défenseur de votre conjoint auprès d'autres personnes. Même quand ça ne va pas entre vous, évitez
d'exposer votre conjoint. Surtout, et ça, c'est des cas, moi, par exemple, qui me reviennent souvent. Oui. Des cas récurrents, non, elle allait me dire ça dans sa famille, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, la famille vous voit d'une certaine manière. Même si c'était dans une période où vous étiez en froid, mais quand vous êtes parti raconter quelque chose de la famille, mais quand la paix revient, là, la famille a toujours ce même regard qu'elle avait. Oh, c'est comme ça, il est, ou c'est comme ça, elle est. On sait, même si vous avez changé. Bien sûr. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. En fait, tout ça, c'est des manques de respect qu'il faut éviter. Alors, c'est vrai qu'on a évoqué comme ça de manière très simple quelques attitudes qui pourraient faire preuve de manque de respect. Lorsque le manque de respect est installé dans notre couple, comment y remédier? Alors, il faut apprendre à laisser l'autre s'exprimer. Parce que souvent, le manque de respect, là, on n'a pas parlé de ça, c'est vrai. Le manque de respect peut s'exprimer, par exemple, du fait que quand l'autre est en train de parler, vous vous permettez de lui couper la parole. Oui. Oh, mon cher, arrête, mais pardon, arrête-moi, je n'ai pas envie de t'écouter. Donc, il faut apprendre à laisser l'autre s'exprimer, exprimer ses idées. D'accord? Et puis, il faut laisser aussi l'autre, je veux dire, respirer un peu, sa liberté, parce que c'est un droit, en fait. Donc, il faut laisser, parce qu'il y a des gens, ils veulent, quand on parle du cas de la jalousie, par exemple, les gens, ils veulent tout le temps avec vous, 24 heures sur 24. Comme on dit, ils sont dans... C'est l'amour? Ça, c'est pas l'amour. En fait, comme je dis, c'est comme si on est possessif. En fait, tu veux savoir tout de la personne. Qu'est-ce que la personne fait? Elle est où? À tout moment. Oui, c'est bien, on sait que vous l'aimez, tout ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Là, personne n'a besoin d'être un peu libre. On a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça à un certain moment. La preuve, souvent, on a besoin de se retirer, par exemple, de faire des retraites spirituelles. Oui. Par exemple, parce qu'on a envie de se retrouver seul. Ça, c'est mieux. Voilà, je veux dire, quand on a besoin de ça, forcément, on a forcément de se retrouver seul avec soi, ou pour ceux qui sont religieux, passer du temps dans la présence de Dieu et tout ça. Donc, c'est important. Souvent, la femme ou le monsieur a envie de passer du temps avec ses amis. Mais il faut la laisser respirer un peu. Mais vous voulez toujours être dans le corps de la personne. Mais non. Voilà, donc il faut laisser la personne un peu libre, avoir un peu de temps libre. Il faut apprendre à faire confiance. Oui. Et puis, communiquer beaucoup. Voilà, parce que, comme je disais, c'est parce que vous ne donnez pas, vous ne communiquez pas, donc vous ne donnez pas vos limites quand l'autre est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, que vous n'appréciez pas, et l'autre, ça peut continuer. Donc, il faut se donner des limites, il faut donner des limites à l'autre pour permettre que la relation puisse aller... On revient encore sur cet élément très important, la communication. Dans la pratique, vous êtes une experte en la matière, dans la pratique, comment on communique? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les heures? Quelles sont les périodes? Quels sont les moments? Comment on communique? Effectivement, quand vous avez parlé d'heures, j'aime ça. Oui. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui se permettent des fois, parce qu'elles ont entendu qu'on dit la nuit porte conseil. Okay. Donc, elles vont se permettre de réveiller le monsieur à 2 h du matin pour dire, chérie, je vais te parler. Parce que ce que tu as fait dans la journée, je n'ai pas aimé. Mais attends, il est 2 h du matin, on a sommeil. Et vous vous permettez de venir réveiller le monsieur pour parler. Non, mais franchement, si vous-même, on vous fait ça, est-ce que ça va vous plaire? Quelles sont les heures indiquées? Non, je veux dire, il y a des périodes, il y a des moments. Il faut créer l'atmosphère. Vous pouvez, par exemple, inviter monsieur à dîner ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut que l'atmosphère soit déjà détendue. Sortie peut-être de la maison. Sortie peut-être de la maison. Ou même, ça peut être à la maison si les enfants ne sont pas là. S'il n'y a pas d'enfants aussi, bon. Mais je veux dire, créer un cadre, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait une tension. Si vous savez que, par exemple, monsieur est énervé ou vient de rentrer du boulot, il faut laisser le temps de se poser, de prendre une douche et tout ça. Mais ne pas sauter sur lui comme ça. Peut-être qu'il vient d'oublier, peut-être que quelque chose l'a énervé, on ne sait pas. Prendre la peine de lui demander les nouvelles, comment ça va. Et en ce moment, vous lui soumettez maintenant votre préoccupation ou ce qui s'est passé que vous n'avez pas apprécié. Mais toujours dans la sagesse, il faut trouver les mots. Pas venir parler n'importe comment. Parce que là encore, vous voulez lui faire peut-être le reproche qu'il vous a manqué de respect tel jour, telle fois. Et en même temps, quand vous lui faites le reproche, vous aussi, vous lui manquez de respect. Oui, il y a la manière. Il faut trouver la manière. La manière de s'exprimer. Voilà, il y a la manière. Et puis, il y a le temps, il y a le lieu, en fait. Le lieu, le moment, tout ça, c'est important. Ce qui est récurrent aussi dans les couples, c'est surtout, on parlait de manière tout à l'heure, là, c'est surtout le ton. Le ton. Souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est ça. Oui. C'est ça, il y a le ton. Mais tout, comme je dis souvent, c'est culturel. Il y a des gens qui sont, qui ont un caractère fort souvent. Chez nous, ils sont chauds. Ils sont chauds. Donc, quand vous connaissez votre conjoint, vous pouvez savoir si son ton est normal ou pas. Maintenant, après, vous aussi, quand on vous fait trop de remarques, par exemple, sur votre manière de parler, il faut vous remettre en cause et puis revoir ça. Parce que votre conjoint peut vous faire des remarques. Mais quand vous voyez que cette même remarque vient aussi des amis, ça veut dire que vous avez un problème. Donc, il faut vous revoir et puis travailler sur vous, accepter, travailler sur vous, en tout cas si vous voulez que la relation marche. Parce qu'il y a des gens,
qui n'ont peut-être rien à faire de la relation, donc ça les importe peu. Donc quand la relation vous tient à cœur, il faut faire des efforts sur soi. Dites-nous, Queen, entre l'homme et la femme, lorsqu'il y a des problèmes et ce manque de respect, ça crée beaucoup de difficultés dans le couple, on n'arrive plus à s'entendre et tout, entre l'homme et la femme, qui calme le jeu? Ah, mais ça dépend des situations. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, les gens pensent qu'ils se disent qu'on dit, bon, c'est la femme qui bâtit sa maison, c'est la femme qui tient le foyer. Qui doit être sage. Qui doit être sage. Oui. Mais l'homme doit être sage aussi. Enfin. Oui, l'homme doit être sage aussi. Oui. Il peut y avoir des cas où peut-être, madame peut-être est fatiguée de toujours aller vers l'homme. Oui. Il faut que lui aussi use de sagesse. Ça peut être le contraire. Donc, chacun doit pouvoir laisser son orgueil, laisser son ego et y aller vers l'autre. Pour communiquer, pour, je vais dire, faire le premier pas. Ça ne doit pas forcément venir seulement de madame. Oui. Monsieur, vous aussi, et vous devez faire le premier pas. C'est comme ça, c'est des concessions en fait en amour. Voilà, on n'est pas seul. Comme je disais, voilà, quand je disais, on n'est pas censé être seul à vouloir construire une relation. On est censé le faire à deux. Donc, s'il n'y a pas de retour de l'autre, à un moment donné, on se fatigue, on se lasse. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à notre experte en la matière. Voilà. Elle est, on va dire, Love Mentor, initiatrice du concept Love and Sex Coaching. On viendra vous voir. Je vous attends. Pour un coaching, donc. Alors, avec elle aujourd'hui, on a parlé, bien sûr, du respect, les conséquences du manque de respect dans la relation. Il faudrait comprendre tout simplement que la manière de parler, de s'exprimer, de réagir doit être vraiment saine, cette manière-là, pour une vie harmonieuse. Je vais préciser une chose. Rapidement, quelques secondes. Par rapport aux conséquences qu'on n'a pas parlé, je vais dire, souvent, le manque de respect peut amener, par exemple, l'homme à être violent. Donc souvent, quand on voit les hommes violents battre les femmes et tout ça, je ne suis pas en train de justifier quelque chose. Cela, oui. Voilà, mais je vais dire, souvent le manque de respect, ça peut amener l'homme à être violent parce qu'il a trop supporté à un moment donné. Il se sent en fait tellement humilié qu'il ne sait pas quoi faire et ça l'emmène à... Même si ça ne justifie pas, je vais dire, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences, oui. En tout cas, merci beaucoup. Vous restez avec nous, on va terminer cette émission, mais on va aller avec Renaud pour l'info continue et on revient dans quelques instants. Voilà, merci de nous retrouver pour l'info continue. On ouvre en Afrique du Sud où les restrictions sanitaires dans la lutte contre le coronavirus ont été allégées. Par la voix de son président, l'Afrique du Sud a annoncé ce mardi la réduction des restrictions sanitaires en vigueur dans le pays depuis mars 2020. Il s'agit de la suppression du port du masque en extérieur et aussi du test négatif pour les voyageurs vaccinés venus de l'étranger. Avec cette mesure, Cyril Ramaphosa espère doper les chiffres du tourisme en baisse depuis l'avènement de la pandémie dans le pays. En Afghanistan, les talibans interdisent finalement aux filles de reprendre l'école. Les talibans ont ordonné ce mercredi la fermeture des écoles secondaires pour filles en Afghanistan, quelques heures seulement après leur réouverture plus tôt dans la journée. Cette posture des talibans confirme les craintes de la communauté internationale sur la question de savoir si l'éducation des filles serait autorisée par le groupe islamique. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de l'Info Continue. Anjoal, merci. Merci beaucoup à Renaud, qu'on retrouve demain, bien sûr, pour encore d'autres informations. Allez, info aujourd'hui, pour terminer, Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021 et deuxième dauphine de Miss Monde, de retour à Abidjan aujourd'hui, mercredi, à partir de 19h, et ouverture du sommet de Lomé sur la cybersécurité qui s'ouvre aujourd'hui, donc, avec la participation de 17 chefs d'État et de gouvernement. Merci. Queen, j'aime bien le chapeau. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer cette émission, on voudrait rendre hommage à toute la Côte d'Ivoire, à toute la famille Zouglou, parce que brutalement, il s'en est allé hier. Et oui, Jean-Roger Adom, lead vocal du groupe Zouglou Makers, un groupe créé en 2007 qui a révolutionné cette musique Zouglou avec les orchestres. On sort bien sûr du voyeur traditionnel pour tout simplement ajouter tous ces instruments et donner notre saveur au Zouglou à travers bien sûr cette photo. On aimerait dire toutes nos condoléances à la famille Zouglou, à nous, parce que nous aussi on est Zouglou, car c'est notre identité. On reviendra forcément sur cette information. Merci à Jacques Brou, merci à toute l'équipe, merci à vous d'avoir suivi Matin Bonheur. On se retrouve demain pour tout simplement poursuivre cette belle semaine. Que Dieu vous garde et bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.